Pendant 30 ans, Will Smith a été la machine la plus fiable que Hollywood ait jamais produite. Son nom sur une affiche ne vendait pas simplement des billets. Il promettait un événement culturel, une certitude à 100 millions de dollars sur le marché domestique. Un sourire si bankable que les studios construisaient leurs calendriers estivaux autour de lui. Mais cette équation infaillible s'est désintégrée, engloutie dans un naufrage silencieux à 14 millions de dollars qu'aucun charme au monde n'aurait pu sauver. Et pourtant, cet effondrement vient de révéler une vérité stupéfiante qui se formait depuis une décennie entière. La gifle n'a pas brisé Will Smith. La fracture existait déjà. Et la seule voie de sortie exige qu'il devienne ce qu'il n'a jamais osé être. Abonne-toi et laisse un commentaire. Tu vas comprendre pourquoi cette histoire te concerne bien au-delà de Hollywood. Les fissures n'ont pas surgi d'un seul coup. Elles se sont creusées lentement, sournoisement, film après film, comme une canalisation qui fuit derrière les murs. Ce qui suit n'est pas une liste de malchances isolées. C'est une trajectoire, une séquence de décisions stratégiquement défaillantes, chacune assortie de son bouc émissaire, chacune maintenant l'illusion d'une invulnérabilité intacte jusqu'à ce que les excuses, une à une, s'épuisent. After Earth 2013, le piège du népotisme. Tout avait été conçu pour ressembler à un couronnement dynastique. After Earth était un projet de 130 millions de dollars chez Sony, avec Will Smith en tête d'affiche aux côtés de son fils Jaden, mis en scène par Monsieur Night Shyamalan. L'ambition était double, lancer Jaden comme futur géant du cinéma d'action et confirmer une fois de plus que Will pouvait porter n'importe quel film dans n'importe quel genre sur n'importe quelle planète. Ce qui s'est produit à la place était un désastre au ralenti. Le film n'a récolté que 27 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture américain, correct pour un film lambda, catastrophique pour un événement Smith. Il a terminé sa course à 60 millions domestiques et 243 millions à l'international face à un budget de production de 130 millions auquel s'ajoutait une campagne marketing mondiale estimée à 100 millions supplémentaires. Les pertes se comptaient en dizaines de millions. La distribution des responsabilités fut rapide et généreuse. Shyamalan absorba l'essentiel des critiques. Les dialogues trop rigides, le rythme anémique, le spectacle absent, tout fut imputé au réalisateur. Jaden, jugé trop stoïque, trop inexpérimenté pour porter le film émotionnellement, prit sa part du blâme. La narration officielle fut construite avec soin. C'était la faute du metteur en scène, d'un fils mal casté, d'un scénario qui ne trouvait jamais son souffle. Mais les coulisses racontaient autre chose. Des rapports professionnels et des initiés de l'industrie notaient discrètement que ce film, Will Smith en était le véritable architecte. C'était son concept. C'était lui qui avait insisté pour que son fils soit co-tête d'affiche. Une décision qui avait façonné le marketing, la tonalité, la structure même du film. Sony, cependant, n'abandonna pas publiquement son étoile. Le studio avait trop investi dans la marque Smith, trop de projets en développement pour se permettre une rupture. La fiction du noble échec fut laissée debout. Focus, 2015, le retour anodin qui ne disait rien. 2 ans plus tard, Smith opéra un repli délibéré vers quelque chose de plus modeste. Focus était un thriller romantique à 50 millions de dollars réalisé par Glenn Ficarra et John Requa, dans lequel il incarnait un arnaqueur élégant face à une Margot Robbie alors en pleine ascension. Sur le papier, c'était le retour à la recette classique qui l'avait rendu légendaire. Le film engrangea 158 millions de dollars dans le monde. Pour n'importe quel autre acteur, cela aurait constitué un succès. Pour Will Smith, c'était quelque chose de bien plus inquiétant, l'insignifiance. Le film débuta à 18 millions domestiques lors de son ouverture. Les chiffres internationaux furent solides sans être spectaculaires. L'autopsie de l'industrie fut polie. Un film correct, un retour honorable, une performance respectable. Mais le silence était plus éloquent que n'importe quel titre de presse. Personne ne qualifia Focus d'événement cinématographique. Personne ne cria au retour triomphal. C'était simplement un film. Pour un acteur capable de transformer des productions à 50 millions en phénomènes mondiaux à 300 millions, ce n'était pas une renaissance. C'était un signal d'alarme. Et ce signal indiquait clairement que le seul nom de Smith ne pouvait plus hisser un film de milieu de gamme au rang de blockbuster.
Collateral Beauty 2016, le mauvais calcul du prestige. Si Focus avait révélé peu de choses, Collateral Beauty, lui, révéla tout. Le film était une tentative méticuleusement orchestrée de conquête des Oscars, un drame de 40 millions de dollars sorti en période de fête, réalisé par David Frankel, entouré d'un casting d'exception comprenant Helen Mirren, Edward Norton, Kate Winslet et Keira Knightley. Smith y incarnait un cadre publicitaire en deuil qui écrit des lettres à des concepts abstraits, l'amour, le temps, la mort, avant de recevoir des réponses inattendues. La prémisse visait l'émotion, les votants des Oscars, ce type de déchirement des âmes qui avait jadis valu à Smith sa première nomination pour La poursuite du bonheur. Ce qui en résulta fut un désastre critique et commercial. Le film ne récolta que 88 millions de dollars mondialement, une somme misérable pour une sortie événementielle de fin d'année portée par des stars, et un chiffre dévastateur pour un film conçu pour prétendre aux récompenses. La faute fut attribuée au scénario, au réalisateur, à un concept trop hermétique pour toucher le grand public. Warner Brothers absorba silencieusement les pertes. Aucun blâme public ne fut adressé à Smith, mais la configuration était désormais impossible à ignorer. Les instincts de Smith pour le cinéma de prestige s'étaient dangereusement déréglés. La poursuite du bonheur lui avait valu une nomination aux Oscars et 300 millions de recettes mondiales. Collateral Beauty lui valut une nomination au Razzie et une dépréciation discrète dans les bilans comptables. L'écart entre ces deux destins ne relevait pas simplement du goût ou de la chance. Il parlait d'une pertinence culturelle qui s'était évaporée. Smith ne choisissait plus des projets qui résonnaient avec le public. Il choisissait des films décalés, hors du temps ou simplement déconnectés. Gemini Man 2019, le pari technologique qui a explosé en plein vol. En 2019, les fissures étaient assez visibles pour que les studios commencent à intégrer des protections dans leurs contrats. Gemini Man fut conçu comme un événement technologique, un film de science-fiction et d'action à 138 millions de dollars, dans lequel Smith affrontait son propre double numérique rajeuni, promettant une expérience immersive inégalée. Le problème était simple et brutal. Le public ne voulait pas payer un tarif premium pour regarder Will Smith combattre une version plus jeune de lui-même dans un format qui donnait la nausée à la plupart des spectateurs. Le film n'ouvrit qu'à 20 millions de dollars domestiques, une nouvelle catastrophe silencieuse. Il termina péniblement à 173 millions mondialement, un chiffre qui, rapporté à son budget gonflé et à ses dépenses marketing colossales, représentait des pertes massives. L'expérience en haute fréquence d'image, censée justifier des prix de billets premium, fut activement rejetée. De nombreuses salles refusèrent d'installer les équipements nécessaires. Les spectateurs qui la vécurent dans le format prévu rapportèrent des vertiges, une fatigue visuelle, une sensation persistante que quelque chose clochait fondamentalement. Cette fois, la responsabilité était plus difficile à redistribuer. Ang Lee était un réalisateur oscarisé, un visionnaire au palmarès critique et commercial solide. La technologie était sérieuse, soutenue par des investissements substantiels de Paramount et du conglomérat chinois Fosun. Le concept, un homme confronté à son moi plus jeune, avait une profondeur thématique réelle. Et pourtant, le public ne vint pas. L'autopsie de l'industrie fut clinique et sans appel. Gemini Man devint le symbole d'une star dont le nom ne garantissait plus l'affluence du premier week-end. L'échec ne fut pas imputé à Smith seul, mais il n'en fut plus protégé non plus. La narration n'était plus «le film de Will Smith a échoué à cause de X». Elle devenait quelque chose de bien plus grave: les films de Will Smith échouent. King Richard 2021, l'anomalie qui confirma la règle. Puis vint le film censé tout changer. King Richard, un drame biographique de 50 millions de dollars sur Richard Williams, le père de Vénus et Serena, fut présenté comme le retour de Smith au sommet du cinéma d'auteur. Réalisé par Reynaldo Marcus Green et soutenu par Warner Bros., le film possédait tous les attributs d'un succès de prestige. Mais King Richard émergea dans un contexte de disruption absolue. La pandémie avait ravagé la fréquentation des salles. Warner Bros., dans un pivot stratégique controversé, sortit l'intégralité de son catalogue 2021 simultanément sur HBO Max, cannibalisant le potentiel des billets au profit de la croissance des abonnements streaming.
King Richard débuta à 5,7 millions de dollars domestiques pour atteindre péniblement 39 millions mondialement. Un chiffre qui, dans tout autre contexte, aurait été considéré comme un échec patent. Mais le contexte était tout. La pandémie offrait une excuse inattaquable, la sortie hybride en fournissait une autre. Et la performance de Smith était incontestable. Il remporta l'Oscar du meilleur acteur, à un moment de triomphe qui semblait effacer la décennie d'érosion précédente. L'image de Smith marchant vers la scène pour accepter sa première statuette devait être l'acte final d'une narration rédemptrice. Il avait traversé les désillusions, recalibré ses instincts, livré la performance de sa carrière. L'industrie se réjouit. L'histoire semblait bouclée. Sauf que les chiffres racontaient une autre vérité. La performance théâtrale de King Richard, même en tenant compte des conditions pandémiques, était le type de résultat qui aurait été impensable pour un film de prestige porté par Will Smith une décennie plus tôt. Le film réussit comme titre de streaming, comme véhicule de récompense, comme chouchou de la critique, mais pas comme événement cinématographique. La question était simple. Si King Richard était sorti dans des conditions normales de marché, le public se serait-il déplacé? Personne ne pouvait répondre avec certitude. Mais le silence des studios concernant de futurs projets dramatiques avec Smith était très instructif. Warner Bros. Ne se précipita pas pour financer un autre drame avec lui. Le schéma d'érosion avait été mis en pause, pas inversé. Émancipation 2022, l'exil, et puis vint la gifle. Will Smith monta sur la scène de la 94e cérémonie des Oscars et frappa Chris Rock au visage en réponse à une blague sur sa femme, Jada Pinkett Smith. L'instant était surréaliste, sidérant et instantanément historique. En quelques minutes, la narration soigneusement construite autour de King Richard fut réduite en cendres. Dans les semaines qui suivirent, l'industrie se mit en mouvement avec une efficacité froide et mécanique. L'Académie lui interdit l'accès à ces événements pour une décennie. Les studios qui développaient discrètement des projets avec lui marquèrent une pause. Et Apple, qui avait acquis Émancipation pour la somme vertigineuse de 120 millions de dollars sur le marché du film de Cannes, prit une décision qui allait sceller le sort du film. Émancipation n'allait pas être un événement théâtral, ce serait une stratégie de confinement. Le film obtint une sortie symbolique en salle, une diffusion limitée sur un peu plus de 2000 écrans, un marketing minimal, aucune avant-première sur tapis rouge, aucune campagne pour les récompenses. Smith, encore en plein dans les retombées de la gifle, ne participa pas aux relations presse. Le film récolta 14 millions de dollars mondialement, un retour catastrophique sur un investissement de 122 millions. Apple, une entreprise aux ressources quasi illimitées, absorba la perte et repositionna le film comme exclusivité streaming sur sa plateforme, où il pouvait être consommé discrètement, loin de l'examen public brutal d'un week-end d'ouverture. La réaction de l'industrie fut d'un pragmatisme glacial et sans merci. Will Smith était désormais trop risqué pour le marché théâtral. Son nom charriait un poids que nul directeur de studio ne souhaitait expliquer à ses actionnaires. Sa valeur avait été reclassifiée. Il était devenu un actif de streaming, un nom de prestige à déployer sur des plateformes où les métriques d'audience remplacent les chiffres d'ouverture, où la controverse peut être gérée, où le risque financier peut être contenu. Les 120 millions dépensés par Apple pour Émancipation n'étaient pas un investissement dans l'avenir théâtral de Will Smith. C'était le coup d'entrée pour posséder un fragment de sa marque. Ces 6 films tissent ensemble une seule et même histoire. Celle d'une machine qui, pellicule après pellicule, a perdu son étalonnage. Les alibis se sont épuisés. Les excuses ont cessé de tenir. Et quand la gifle est arrivée, elle n'a pas brisé une carrière intacte. Elle a simplement rendu visible l'étendue d'une fracture déjà consommée. La garantie avait disparu. La question n'était plus de savoir si Will Smith pouvait retrouver la domination. La question était de savoir s'il pouvait revenir du tout. Les échecs de cette décennie n'étaient pas le fruit du hasard. Ils étaient les symptômes d'un désalignement structurel profond entre Will Smith et l'industrie qu'il avait jadis dominée. La formule qui avait bâti son empire n'était pas simplement fatiguée, elle avait été rendue obsolète. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre l'ascension. La carrière de Smith reposait sur une intuition singulière. Le public ne voulait pas vivre avec ses personnages, il voulait passer du temps avec lui. De Fresh Prince à Bad Boys en passant par Independence Day, il livrait toujours le même produit, l'homme du peuple malin,
confiant, moralement irréprochable, qui triomphait par le charme. Il ne jouait jamais les méchants. Il ne fréquentait jamais l'ambiguïté. Pendant 30 ans, ça fonctionnait. Puis, le monde changea. La formule, elle, ne bougea pas. Premièrement, la malédiction du charisme invulnérable. Smith avait bâti sa carrière sur l'idée d'être sans danger. Le héros d'action qui faisait rire. L'acteur dramatique qui ne plongeait jamais dans les ténèbres. Le partenaire romantique qui ne mettait jamais mal à l'aise. Prévisible, rassurant. Le public savait exactement ce qu'il allait obtenir. Mais cette sécurité se transforma en monotonie. L'industrie commença à célébrer l'exact opposé, les caméléons qui disparaissaient dans leur rôle, qui courtisaient le danger, qui demandaient au public de s'asseoir avec l'inconfort. Christian Bale, Joaquin Phoenix, Adam Driver. Même dans les blockbusters, des stars comme Robert Pattinson et Zendaya équilibraient l'attrait de masse avec la volonté d'être étrange, imprévisible. Smith, lui, demeura ce qu'il avait toujours été. La poursuite du bonheur était sincère, mais sans noirceur. Ali était physiquement transformateur, mais pas psychologiquement déstabilisant. Même dans King Richard, les aspérités du personnage avaient été poncées jusqu'à n'offrir que chaleur et confort. Le public avait soif d'inattendu. Et Smith était devenu la chose la plus prévisible de tout Hollywood. Deuxièmement, l'effondrement du véhicule star à budget intermédiaire. La domination de Smith avait été construite sur une catégorie qui n'existe plus dans les salles. Le film porté par une star, budgété entre 50 et 80 millions de dollars. Bad Boys, Ennemis d'État, E, Robot, Hitch. Ces films étaient le moteur du système des studios, à budget intermédiaire, porté par des stars fiables et rentables. Ce moteur s'est grippé. Le marché théâtral se décompose désormais en deux extrêmes irréconciliables. Le mastodonte événementiel à 200 millions, Marvel, DC, Cameron, et le film d'horreur ou d'auteur à 10 millions. Le terrain du milieu, l'habitat naturel de Smith, a migré vers le streaming. Netflix, Amazon et Apple produisent aujourd'hui les films qui définissaient autrefois sa carrière. Son savoir-faire reste précieux, mais la scène a changé. Et contrairement à des pairs comme Tom Cruise, qui ont embrassé les franchises ou pivoté tôt vers le streaming, Smith continua à développer des projets appartenant à une ère révolue. Le public, conditionné à attendre soit le spectacle absolu, soit l'intimité radicale, ne savait plus quoi en faire. Troisièmement, la mathématique toxique de la formule Will Smith. L'économie est devenue structurellement intenable. Le cachet de Smith, 20 millions de dollars à la signature, auxquels s'ajoutent des droits de production et des approbations créatives, avait été conçu pour une époque où ces films récoltaient systématiquement 500 millions. Aujourd'hui, ils en récoltent 150 à 200 millions, ou dans le cas d'Émancipation, 14. Pour les dirigeants des studios, la question a glissé d'un terrain à un autre. Non plus peut-il ouvrir un film, mais le risque vaut-il la récompense potentielle? De plus en plus souvent, la réponse est non. Quatrièmement, la gifle comme accélérateur. La gifle aux Oscars n'a pas créé le déclin de Smith. Elle l'a rendu indéniable. Pendant une décennie, l'industrie avait silencieusement revu ses attentes à la baisse. Mais la gifle avait détruit le seul actif qui avait toujours protégé Smith des conséquences de ses échecs, sa sympathie. Elle le transforma de l'homme le plus aimé de Hollywood en une figure de controverse, d'imprévisibilité et de risque. Pouvait-il faire une tournée de presse sans qu'on lui pose la question? Un studio pouvait-il mettre son visage sur une affiche sans que ce souvenir vienne tout contaminer? Pour la plupart des studios, la réponse était non. L'industrie répondit avec le mécanisme le plus glacial de son arsenal, le silence. Les projets en développement se turent. Les productions furent mises en attente. Smith ne fut pas renvoyé. Il fut simplement cessé d'être considéré. La question n'est plus de savoir si Smith peut retrouver la domination. La question est de savoir s'il existe encore une place pour lui. Cette place n'est pas une salle de cinéma. C'est un écran. C'est un flux. C'est un avenir où son nom conserve une valeur, mais pas celle d'autrefois, et pas dans le territoire où il a bâti son empire. L'ère de Will Smith comme garantie théâtrale est révolue. Hollywood fonctionne sur la précédent, jamais sur la sentimentalité. L'érosion décennale de Will Smith, couronnée par la gifle aux Oscars et l'enterrement discret d'Émancipation, a été traitée à travers cette logique impitoyable. Le résultat est une réponse claire, calculée.
L'ère de la confiance aveugle est terminée. Le silence des projets sans développement est assourdissant. Là où une annonce Smith était jadis un événement trimestriel, il n'y a plus qu'une sécheresse frappante. La suite Die Am Legend est au point mort. Le successeur d'Aladdin est indéfiniment reporté. La phase du chèque en blanc est close. La stratégie de confinement vers le streaming s'est cristallisée. Émancipation a créé un point de données irréfutable. Le message est limpide. Le nom de Smith conserve une valeur, mais pas dans les salles. Sur les plateformes, son attrait peut être mobilisé sans le risque brutal d'un week-end d'ouverture. Ses prochains projets en seront le reflet. Films d'action à budget intermédiaire, drames de prestige, projets personnels, tous développés pour Netflix, Apple ou Amazon. C'est un avenir viable, mais c'est une rétrogradation. Le streaming paye bien. Il ne confère pas le statut d'une étoile théâtrale. L'effet de levier que Smith exerçait autrefois s'est considérablement érodé. Les futurs contrats comporteront des budgets plus serrés, des dispositifs de partage des risques, des rémunérations indexées sur des métriques de performance. Son empreinte de producteur sera auditée. Ses droits d'approbation seront réduits. Pour le grand écran, ses rôles se limiteront aux franchises préexistantes, là où le risque est amorti par des audiences captives et des castings collectifs. Pour le streaming, tout le reste prendra place sur des plateformes où la pression du premier week-end n'existe plus. Le déclin de Smith n'est pas seulement financier, il est culturel. Le public qui avait fait de lui une star universelle s'est fragmenté. La star universelle est une espèce en voie d'extinction. Smith était le dernier représentant de cette race. Sa chute n'est pas uniquement la sienne, c'est la fermeture d'une ère. Hollywood a rendu son verdict. Le silence des projets en développement, le repli vers les valeurs refuges des franchises, la migration vers le streaming, tout converge vers une seule conclusion. L'industrie n'attend plus le retour de Will Smith. Elle a construit un avenir sans lui. Savoir s'il peut trouver une place au sein de cet avenir-là n'est plus la question de Hollywood, c'est la sienne. Si cette analyse t'a captivé, partage-la autour de toi, laisse un commentaire avec ton point de vue sur ce que Smith devrait faire maintenant, et abonne-toi pour ne manquer aucun décryptage de ce genre. Les coulisses de l'industrie du cinéma n'ont aucun secret pour nous, et le prochain épisode est encore plus implacable.